suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine respiration du magazine Marie-Claire en partenariat avec Weight Watchers. Nous allons vous donner des conseils, des clés pour aborder l'automne avec sérénité et passer cette saison de la plus zen des façons. Pour ça, nous vous proposons 3 ateliers bien-être, un atelier recettes de saison avec Charlotte Barral, un atelier fitness avec Marion Lalou et enfin un atelier do-it-yourself soin de soi pour apprendre à confectionner vos propres produits bien-être avec Juliette Cissé. En attendant, je vous retrouve tout de suite pour une conférence avec nos 3 expertes bien-être. Bonjour à toutes les 3, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle conférence bien-être. On va être ensemble aujourd'hui pour parler de ce début d'automne. La rentrée est déjà bien entamée et c'est vrai que le rythme un peu plus tranquille de l'été semble déjà loin derrière nous. Cette période peut être parfois un peu délicate, elle peut être source de stress, on peut se sentir surmené et l'idée ça va être aujourd'hui de recueillir vos analyses et vos conseils pour passer un automne zen et en pleine forme, plein de sérénité. Donc vous avez toutes les 3 des expertises différentes et complémentaires. Delphine Théard, bonjour, vous êtes responsable programme et sciences chez Weight Watchers. Bonjour. Sandrine Fabre-Rubinstein, vous êtes coach consultante en prévention du burn-out. Oui, bonjour. Bonjour. Et Catherine Aliotta, vous êtes sophrologue. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, merci encore une fois à toutes les 3 d'être avec moi aujourd'hui. Donc il y a cette période automnale, on parle souvent de petits coups de blues, parfois même de dépression saisonnière, donc là c'est des mots forts et on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là, mais c'est vrai que bon, on le sent déjà, rien que sur la météo, ça s'est refroidi, on a nos petits pulls et il y a cette baisse de luminosité qui peut nous atteindre tous un peu plus ou moins selon les personnalités et en fait on a tendance à se sentir un peu déprimé. Et en fait, cette luminosité, ce qui est vrai, c'est qu'elle joue sur notre bien-être. Il y a des mécanismes même physiologiques. Donc, ce n'est pas dans notre tête, ce n'est pas nous qui nous faisons un monde et ce n'est pas nous qui nous inventons des choses. Non, il y a vraiment des raisons de se sentir, d'avoir une humeur un peu plus morose par moment. Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce rôle de la lumière? Oui, la lumière, elle fait partie des éléments notamment qui régissent notre horloge biologique interne. Et cette horloge, elle est importante parce que c'est celle qui régule notamment notre veille-sommeil, donc notre capacité à dormir. Et elle permet aussi de déclencher une hormone qui est la mélatonine et qui nous permet de nous endormir. Donc quand on a une baisse de la lumière ou quand on ne s'expose pas assez, je dirais, ça peut avoir une incidence effectivement sur notre santé ou notre façon de nous percevoir. Et justement, il y a cette luminosité qui s'abaisse et nous, dans ce rythme un peu de rentrée, même post-rentrée, on a envie de rester constamment en éveil, si je puis dire, d'être dynamique et finalement, on va un peu, et c'est ce qu'on disait Sandrine, on va un peu à contresens de cet environnement naturel et voilà, de la nature. Et ça peut. Alors vous êtes coach consultante en burn-out. Encore une fois, j'imagine que c'est peut-être le dernier stade. Oui. Mais on peut avoir tendance à se sentir surmené. Alors, ce qui se passe dans le burn-out, c'est que on revient de vacances et on est toujours aussi fatigué. Alors, donc je ne vais pas aller sur le burn-out, mais cette saison-là, c'est une saison où la nature justement commence à ralentir, à changer de rythme, etc. Et nous, il faut absolument qu'on reprenne avec une énergie de dingue. C'est un peu contre nature. Alors moi j'aime bien ce que disent les Chinois, c'est qu'ils acceptent chaque saison pour ce qu'elle peut nous apporter. Et effectivement, on en parlera avec évidemment la nutrition, les éléments, etc. Mais c'est l'automne est une énergie en soi, c'est une énergie du lâcher-prise, c'est une énergie de l'introspection. Donc il y a aussi un phénomène d'acceptation. Accepter que l'automne soit là pour que peut-être on réfléchisse un peu sur soi, etc. Mais pas que. Donc on le verra, il ne faut pas non plus rester, je crois que c'est important aussi de le dire. Sans se dire forcément c'est moi qui suis inefficace, c'est moi qui fais mal les choses. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a une espèce de course et d'injonction, mais qui est contre nature. Il y a même des entreprises, alors en fait, quand on s'est parlé, je me souviens d'une personne qui coachait en entreprise avec les saisons, et des entreprises qui commençaient à adhérer à ce concept de finalement à l'automne on va préparer des projets, en hiver on les conçoit et au printemps on les sort, etc.
Mais j'ai cherché sur Internet, voilà, c'était il y a 10-15 ans. Ouais. Si, il y a un bouquin qui a été sorti sur comment Eiffel manageait ses équipes. Alors d'accord, c'était 12 heures par jour, un peu moins l'hiver, 9 heures. Enfin bon, entre Eiffel et suivre les saisons, on n'y est pas encore. Bon, après, l'idée reste intéressante. Oui. Et vous, c'est vrai que votre métier, donc, c'est coach consultante en prévention du burn-out et en reconstruction. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure d'ailleurs. Oui. C'est quand même précis et particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait en quoi ça consiste exactement? Oui, alors en prévention, c'est aussi bien auprès des personnes que des organisations. Donc c'est voir les causes qui vont mener au burn-out, les causes externes liées à l'organisation par exemple, mais les causes internes à la personne aussi ou aux équipes qui font qu'à un moment donné, il y a un mauvais mariage. Voilà, donc c'est prévenir auprès des organisations et des personnes. Et la reconstruction, là, c'est aussi sur les deux volets, personnes et organisations. La personne, c'est justement, alors elle a un rythme de reconstruction à suivre. Le premier, ça ressemble peut-être à l'hiver ou l'automne, c'est repos total. Et elle ne peut rien faire. Là, c'est physiologique, elle ne peut rien faire. Il faut vraiment qu'elle se repose. Puis petit à petit, on dirait peut-être le printemps, j'y avais pas pensé, merci. Il y a des envies qui reviennent, voilà, l'énergie qui revient. Donc ça, c'est très important d'accompagner les personnes dans ce fil conducteur. Après, en fait, il y a toute une équipe autour, avec des sophrologues notamment. Hein. Ça, c'est quand les gens aussi se reconstruisent tout seuls. La sophrologie, c'est quelque chose qui est très important, qui a apporté beaucoup. Voilà. Et puis auprès des organisations, on va accompagner l'organisation à accueillir de nouveau quelqu'un qui est sur un autre rythme. Il sera sur un autre rythme aussi. Du coup, vous disiez, oui, effectivement, la sophrologie, c'est l'une des clés pour se sentir peut-être plus en harmonie avec soi et son rythme de vie à l'automne. Catherine, donc, vous êtes sophrologue. Est-ce que vous auriez des astuces peut-être un peu pratiques pour justement rebooster son moral quand le petit coup de blues se fait sentir? On parlait de la lumière tout à l'heure, alors c'est... Je vous laisse... Alors sur la lumière, ce qui est important, c'est de se dire que justement à l'automne, cette lumière baisse et on a tendance, nous, à se replier. En fait, l'automne, c'est aussi un moment où on va avoir envie de se replier sur soi. Se remettre dans sa maison, remettre des pulls, se remettre dans un environnement qui soit plutôt cocooning et confortable, donc plutôt lumière tamisée. Or, si on a besoin de retrouver de l'énergie pour justement se rebooster dans cette rentrée un peu dynamique, il faut continuer à s'exposer à la lumière. Donc ne pas hésiter, évidemment, dès qu'on le peut, à sortir la journée, à profiter aussi le week-end, d'être dans des environnements peut-être de nature où le soleil est encore là. On a encore de très très belles journées. Enfin voilà, l'été indien, c'est aussi des périodes agréables où on peut profiter de cette énergie de la nature qui est encore là et du soleil qui est encore présent. Là, ça va être la lumière naturelle, mais on se disait aussi effectivement si je travaille à la maison, ce qui arrive de plus en plus, si je suis en télétravail et si mon bureau est un peu sombre, je peux aussi avec la lumière artificielle, ça peut. Oui. En tous les cas, ce qui est important, c'est de ne pas rester uniquement avec la lumière de l'écran. Souvent, le piège, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la lumière est un peu entre chien et loup, comme on dit. C'est-à-dire que c'est pas trop sombre et on n'est pas embêté. En plus, la lumière de l'écran nous renvoie suffisamment pour travailler. Je pense que là, c'est important la journée d'allumer la lumière si nécessaire pour vraiment marquer un contraste entre le jour, la fin de journée et ce qui sera après la nuit. Voilà. Ok. Donc oui, aller en extérieur. Et Sandrine, vous disiez aussi le simple fait de marcher, donc là effectivement dans la nature, vous, chez des personnes qui viennent vous consulter, ça a vraiment eu un impact bienfaiteur. Ouais. Ah oui, vraiment, d'une part parce que, encore une fois, au tout début, elles ont du mal à... Le corps est complètement... vous voyez, il n'y a plus de cortisol, on parlait des... voilà, donc elles ne peuvent pas faire autrement. Hein. Et marcher, ça va stimuler tout un tas d'hormones, hein, et notamment les endorphines, l'ocytocine, enfin plein de choses. Et au bout de très peu de temps, en fait, ça, comment dirais-je, ça va les faire regagner un petit peu en confiance. Alors ça se met sur le temps, si vous voulez, hein. C'est aussi comme une méditation. Voilà, donc marcher, c'est vraiment... c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends parler des gens qui viennent nous voir, ils ont déjà fait un petit bout de chemin, et quand je leur demande qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous, mais il y a souvent la sophrologie, quelquefois le yoga, il y a donc la marche, voilà. La nature.
Et puis la marche, se remettre en mouvement physiquement, c'est aussi se remettre en mouvement intellectuellement et mentalement. Et quand on est dans des phases justement où on a tendance à être un peu à l'arrêt, où on ne peut pas retrouver d'énergie, bah finalement de passer par le corps pour se remettre en mouvement, ça va redéclencher aussi mentalement, intellectuellement, une remise en mouvement. Donc ça peut être parce qu'on en parlait, on en parlait tout à l'heure quand on se disait que parfois, même vous interveniez sur, on parlait du burn-out en off, et vous me disiez... il y a vraiment un moment où, voilà, interrupteur, on-off, et d'un coup, on n'a plus envie de bouger de son lit, on n'a plus envie de rien faire. Donc là, il faut peut-être faire l'effort quand même d'aller... Ça va au-delà de l'envie, c'est-à-dire qu'en fait, je suis dans l'incapacité physique de le faire. Et donc, en fait, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est pas une question d'envie, c'est vraiment que physiquement, je ne peux plus le faire. Donc, effectivement, il va falloir que je me mette à l'arrêt. Clairement, que je me repose, mais dès qu'on sent qu'il y a un petit regain d'énergie qui est là, il faut surtout saisir ce petit regain d'énergie pour faire des choses qui soient douces, agréables au corps. L'idée, c'est pas de se mettre en violence, et la marche fait partie des choses qui sont douces pour se remettre en mouvement. Et puis petit à petit, finalement, de passer par le mouvement, de se remettre en action. L'envie va réapparaître, et puis au fur et à mesure, ça va grossir, et on va se remettre dans une dynamique importante. Donc après, pardon. Du coup, je rebondis. Donc il y a le corps en mouvement, il y a ce qu'on peut faire sur le corps aussi, des massages, sentir son corps en fait. Et en fait, l'automne c'est pas mal aussi parce que vous avez le vent, vous avez le bruit, il y a tous les sens qui sont en éveil. Et je vous citerai juste un exemple, une femme qui était en burn-out et qui me dit mais je me sens revivre quand la pluie tombe, je sors, je mets mes bras nus et je sens les gouttes sur ma peau et je me sens de nouveau être. Voilà, donc vraiment nature, sens, éveil et tout, c'est vraiment super important. Et l'automne est une bonne saison. Oui, c'est vrai. Mais cette phase justement, où j'ai utilisé le mauvais terme d'envie, donc on est d'accord, bien sûr, c'est pas une question d'envie, mais cette première phase où je me sens vraiment clouée au lit, je dois l'accepter en fait. Oui. Il faut pas aller... Oui. Il y a pas, Ah bah de toute façon, on peut pas faire autrement. Non, parce qu'il y a aussi d'autres choses, c'est les séries. Ouais. Il y a Sophro, ah oui, la marche, astuce, et les séries. De toute façon, vous avez c'est une bonne astuce, ça. Voilà. Et après, Delphine, j'en viens... Donc vous êtes notre experte nutrition. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai qu'une alimentation aussi, on parlait de la nature qui reprend des couleurs. En termes d'alimentation, l'automne a aussi beaucoup de choses à nous offrir. Et voilà, la question, c'est est-ce que le fait de rebooster mon moral, ça peut passer aussi par mon assiette? Ah oui, complètement, ça passe complètement par l'assiette. La couleur, quand on pense à l'automne, on voit tout de suite les forêts oranges. Et en fait, moi, je pense sincèrement que c'est vraiment la couleur de l'automne. On a beaucoup de fruits et légumes qui sont de saison à ce moment-là. Et tout ce qui est potiron, potimarron, donc qui nous font des super soupes oranges. Donc ça, c'est juste parfait. Mais en fait, ça met de la couleur dans l'assiette et ça vaut vraiment le coup. En fait, les champignons qui vont faire du marron, c'est vraiment des couleurs automnales et ça couple avec les couleurs d'été. Et justement, ça permet de créer du renouveau dans l'assiette. Ça apporte aussi les nutriments dont on a besoin parce que la nature est faite. Elle nous apporte les nutriments au bon moment, en fait. Donc voilà, les châtaignes. Donc il faut profiter de tout ce qui est de saison pour se faire du bien. S'amuser à colorer un peu son assiette. Son assiette, et puis on peut très bien, en allant se balader et marcher, ramasser des pommes de pin, ramasser des feuilles oranges et aussi se faire un cocon aux couleurs de l'automne qui peut être super sympa pour le moral. Faire une jolie table. Avec, exactement. Ça participe. C'est aussi important pour les papilles et les yeux, c'est sûr. Et on disait cette envie de coucouner, donc ça me fait forcément penser au sommeil aussi. C'est vrai qu'on a envie peut-être on a besoin de dormir un peu plus. Le sommeil, c'est une thématique que vous connaissez aussi, Delphine, et qui finalement est liée en fait à l'alimentation, mine de rien. Et qui, je vais vous laisser le dire, mais... Le sommeil, c'est lié à tout, en fait. Et c'est un peu un parent pauvre, on avait complètement oublié, on n'en parlait pas. Et pourtant, depuis 1 ou 2 ans, il revient vraiment sur le devant de la scène. En fait, le sommeil, il est lié à l'alimentation, parce que quand on ne dort pas, on fait pas forcément des bons choix alimentaires. On va être plus tenté de grignoter, par exemple. Quand on dort mal ou quand on ne dort pas, on n'a pas envie d'aller marcher, on n'a pas envie d'aller bouger. En fait, on a envie de rien faire que de rester sur le canapé. Quand on ne dort pas, on n'a pas une humeur au beau fixe parce que juste on est crevé, quoi. Donc, on est irritable. On réfléchit, on est moins efficace de manière cognitive. Donc dans tout ce qu'on fait au quotidien, on est moins efficace. Donc en fait, le sommeil, il a une influence indirecte sur absolument tout dans notre vie.
Et donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, dans le programme Weight Watchers, donc on a un programme holistique, donc on traite de l'alimentation, de l'activité physique, de l'état d'esprit, donc comment être dans une meilleure humeur, mieux réagir au stress. Et le sommeil est arrivé l'année dernière, ou il y a 2 ans, parce que justement il a une influence. Il n'aide pas à perdre du poids, c'est pas parce qu'on dort plus qu'on va plus perdre de poids, ça serait bien, mais ça marche pas. néanmoins, il a quand même une influence indirecte et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et du coup, nous, dans l'appli, on permet aux gens de prendre conscience de leur sommeil. L'idée, c'est de vraiment noter les heures où ils se couchent, enfin, où ils s'endorment, où ils se réveillent, le nombre de fois où ils se réveillent. Donc, ça leur permet d'avoir de prendre conscience de la qualité de leur sommeil et de voir un peu les choses qui pêchent. Donc, ça peut être l'endormissement. Donc, parce qu'il y a différents types d'insomnie, même quand on parle Oui, c'est ça. L'endormissement, où j'ai un problème pour m'endormir, et là, je peux améliorer l'environnement de ma chambre, je peux mieux planifier ma soirée pour ne pas avoir à courir, aller me coucher plus tôt. Ça peut être, je me réveille au milieu de la nuit, alors là, je peux me demander si j'ai assez mangé au repas précédent, parce que c'est peut-être juste parce que j'ai faim, par exemple. Ça arrive souvent, hein, les gens qui veulent perdre du poids et qui s'affament le soir, parce qu'il ne faut pas manger de féculents. Donc l'assiette typique avant de dormir, enfin je ne sais pas si on peut parler d'assiette typique, mais en tout cas, les pâtes, c'est pas interdit. Ah non, mais c'est important, les féculents, c'est l'énergie qu'on apporte au corps, donc il en faut à tous les repas. Oui, parce qu'ils continuent de travailler la nuit, Il continue à travailler la nuit, le cerveau fait son ménage, autant au niveau biologique qu'au niveau des pensées et de la construction mentale et de la mémoire. Donc non, il se passe beaucoup de choses la nuit, même si nous, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc ce sont vraiment des choses importantes et il y a plein de petites stratégies qui permettent d'améliorer son sommeil, quelle que soit sa problématique. Et justement, ces petites stratégies, Catherine, où, je sais que vous avez des exercices pratiques pour ces différents types d'insomnie. Il y a une chose qui est importante avant d'aller se coucher, c'est surtout d'évacuer le trop-plein de stress qu'on a pu accumuler la journée. Je dis ça parce que souvent, en fait, on part se coucher et on a encore en tête tout le brouhaha de la journée, les ruminations, les tensions, etc. Donc souvent, moi, ce que je préconise avant d'aller se coucher, c'est de mettre en place des rituels avec des petits exercices, des choses très simples qu'on peut faire en allant se laver les dents, en passant à la salle de bain ou même au moment où on se met dans le lit. Mais c'est déjà des choses comme prendre une profonde inspiration, par exemple, la bloquer quelques instants, tendre son corps physiquement, contracter tous les muscles de son corps très très fort et puis souffler et se relâcher. Ça, je suis debout, je suis déjà dans mon lit. Ah mais je peux le faire pendant que je me lave les dents. Ah, d'accord, okay. Je peux le faire au moment où je me mets dans mon lit, avant même de m'installer dans la position qui est confortable, pour déjà enlever toutes ces tensions musculaires que j'ai pu accumuler par la journée et qui vont déjà me permettre de faciliter le relâchement. Donc au moment de l'endormissement aussi, quand on se met dans son lit, et bien prendre conscience par exemple du poids de son corps sur le matelas, prendre contact aussi des sensations, peut-être la douceur de l'oreiller, avoir le sentiment que le corps s'enfonce un peu plus, la douceur de la couette sur soi, même le poids de la couette, sentir même la chaleur. Tout ça, ça va favoriser à se mettre dans un état de détente, de relâchement, propice à l'endormissement. Et puis après, il y a effectivement au milieu de la nuit, parfois, on peut se réveiller, soit parce qu'on a faim, et là, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne suis pas spécialiste. Par contre, je sais que si on se réveille parce que on a encore des choses qui tournent en boucle dans notre tête, soit la journée de la veille, soit même ce qu'on a fait à celle qui arrive, il faut à un moment donné arriver à détourner son attention de cela, sinon on ne peut pas se rendormir. Donc c'est vrai que moi souvent ce que je préconise, c'est un exercice qui est tout simple, qui travaille la respiration et le fait de compter. Mais en fait quand on compte, on ne pense à rien d'autre. C'est très difficile de réfléchir en comptant. Donc l'idée, c'est d'être à un moment donné, mais on va le faire ensemble. Mais c'est un peu le remède de nos grand-mères quand on comptait les moutons. Quand elles nous disaient compte les moutons, tu vas t'endormir. En fait, compter les moutons permettait de détourner l'attention. Donc un exercice parfois qui permet notamment à la fois de détourner l'attention des pensées, des ruminations qu'on a, et à la fois de ralentir le rythme cardiaque, parce que c'est important aussi de ralentir ce rythme cardiaque pour s'endormir. Et donc il suffit simplement de compter jusqu'à 4 dans sa tête en inspirant, puis de bloquer sa respiration en comptant jusqu'à 4, souffler en comptant jusqu'à 4, et puis de nouveau bloquer sa respiration en comptant jusqu'à 4. Voilà. Et on va comme ça répéter cette respiration, peut-être 2, 3 fois de suite. Et donc, une fois qu'on a fini de compter ces 4 temps, eh bien, on peut imaginer reproduire cet exercice plusieurs fois. Et comme généralement, en fait, ce réveil, il est de courte durée, on va pouvoir se rendormir. Parce que souvent, la difficulté quand on se réveille la nuit, c'est que si on attend trop, c'est-à-dire que si on laisse monter en fait la tension à l'intérieur de soi, on va décaler notre cycle du sommeil. Donc l'idéal, c'est de très vite enrayer le phénomène d'agitation pour pouvoir retrouver le sommeil assez rapidement.
Et il y a si je peux intervenir, il y a une autre technique qui marche très bien, enfin il y a 2 autres techniques qui marchent très bien pour nos membres, pour éviter les ruminations. C'est juste de noter, de tout mettre sur le papier. Donc ça, ils font plutôt ça avant de s'endormir, mais quand ils ont des choses comme ça qui les ont perturbés, comme si on les avait, voilà, ils les notent sur le papier, ils les laissent sur la table de nuit, puis ils les reprennent le lendemain. Au moins, ils n'ont pas ces pensées vampirisantes. Et puis, il y a une autre chose, c'est de penser aux 3 bonnes choses. Alors ça, c'est une technique qui est aussi très connue et éprouvée scientifiquement. On a tous tendance à garder que le négatif de la journée, parce que voilà, c'est la survie de l'espèce, on est programmé comme ça. Mais du coup, se remémorer 3 bonnes choses qui sont arrivées dans la journée, mais voilà, si petites soient-elles, ça permet de se mettre dans quelque chose de positif et d'aborder justement le sommeil de manière beaucoup plus apaisée. Oui, non, allez-y, allez-y. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sommeil. Oui, sur le sommeil et puis sur le conditionnement, en fait. Voilà, pour le sommeil ou pour d'autres choses. Ce que vous venez de dire, Delphine, est super important, c'est que le cerveau, en fait, il va effectivement vers le négatif pour pouvoir sauver l'espèce, ou nous sauver, etc., nous prévenir. Et quand il revit des moments, c'est comme s'il les vivait vraiment, c'est comme si on le vivait vraiment. Et donc, en fait, ce qu'on a tendance à faire naturellement avec les ruminations négatives, on peut très bien le faire pour les ruminations positives. Il y a une très bonne petite vidéo de Christophe André, et c'est Rousseau lui-même qui pratiquait ça et qui disait, finalement, le temps que vous avez passé à ruminer négativement, déjà, est-ce que ça a arrangé les choses? Non. Est-ce que vous êtes moins stressé? Non. C'est pire. Donc, vous allez peut-être essayer de passer en revue ce moment où vous êtes promené dans la forêt, ou si vraiment vous êtes très accroché à l'été, à la bonne pêche que vous avez mangée et que vous remangerez. Mais voilà, remémorez-vous ça parce que et voyez tout ce que ça a fait sur vos sens, enfin par où c'est passé, les oreilles, les machins, etc. Et en fait, le cerveau, de nouveau, va produire les hormones. Et donc du coup, ce blues de l'automne, on peut arriver aussi à le transformer par ces méditations ou cette focalisation aussi sur les bonnes choses. On l'imagine donc très précisément, comme vous disiez, j'imagine l'odeur. Voilà, je revis, comment j'ai ressenti les choses. Et le petit truc, c'est de penser aussi que la nuit, ça se prépare le jour, et que plus on est tendu la journée, plus il sera difficile de dormir le soir. Et ça, c'est aussi important de l'avoir en tête, parce qu'en fait, c'est parce qu'on s'accorde des moments de détente la journée qu'on aura plus de chances de bien dormir la nuit. Et donc, ça ne sert à rien de se mettre en zone rouge toute la journée en se disant une bonne nuit de sommeil, je dormirai bien et ça se passera bien. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, une bonne nuit se prépare la journée. Et donc, plus on est au calme la journée, plus on arrive à trouver des petits moments de décompression, plus on aura de la facilité à bien dormir et avoir un sommeil de qualité. Et je pense à 2 choses. Vous disiez justement faire l'exercice très rapidement. Et même moi, à titre personnel, j'ai tendance à prendre le téléphone, vous savez. Donc ça, on ne le fait pas. Alors ça, on évite de le faire pour 2 raisons. La lumière bleue, quand même. On en parle beaucoup, mais c'est pas, ça a un vrai impact sur le cerveau. Donc c'est vrai que si on peut s'en couper, c'est bien. Et puis, le téléphone, on le prend généralement pour quoi? Pour regarder les réseaux sociaux ou éventuellement lire les dernières nouvelles. Se tenir informé. Et ça, c'est pas terrible, parce que ça, généralement, non, ça nous remet en zone de tension. Alors, soit on va regarder effectivement sur les réseaux sociaux quelqu'un qu'on aime bien, bon voilà, mais c'est rarement quelque chose d'apaisant. On va regarder des trucs rigolos, on va regarder la dernière photo qui a été postée, etc. Ça me remet en action, ça me remet en mouvement. Et c'est à l'inverse de ce que j'ai besoin, qui est plutôt de me mettre au repos, plutôt d'apaiser mes souvenirs, enfin voilà, et de me mettre au calme. Mais quand on parle justement, et après on arrêtera sur le sommeil, mais c'est vrai qu'on parle souvent de ce fameux sas de décompression et il est parfois conseillé de même mettre le téléphone dans une autre pièce. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'en sert comme réveil et on l'a tous, mais peut-être que c'est une bonne idée de se dire je me rachète un bon vieux réveil et je laisse mon téléphone. Et ça me fait penser aussi, quand vous disiez il faut bien sentir son matelas, ses coussins, peut-être que ça vaut le coup aussi de coucouner sa literie et de se prendre du bon, de la bonne literie, parce que c'est vrai que un matelas, souvent, on dit que ça dure 10 ans, enfin 20 ans. Et... c'est un des points, donc on parlait tout à l'heure d'endormissement, de réveil au milieu de la nuit, et puis il y a le sommeil de mauvaise qualité. Ça, typiquement, la literie, et puis même la chambre,
s'il y a de la lumière qui gêne, s'il y a des courants d'air, peut-être on peut mettre des rideaux qui soient plus épais. Voilà, il y a beaucoup de choses mais c'est sûr que l'environnement de la chambre est super important aussi pour bien dormir. La qualité de la literie et la qualité des draps. Oui. Je le dis souvent parce que quand on commence à travailler sur la sensation et sur les sensations, finalement, moi, il y a des gens qui me disent « Non, mais ces draps, je les ai depuis très très longtemps. Finalement, je les aime plus. » Et ben, si je les aime plus, j'ai plus envie de me mettre dans le lit. Donc, c'est aussi intéressant de se dire prenez une housse de couette qui vous plaît, prenez, j'en sais rien, mettez autour de vous aussi, débarrassez peut-être le bazar qu'on a parfois autour de soi sur sa table de nuit pour créer un environnement propice au relâchement, au calme, à la détente et au bien-être. C'est un bon investissement, ça. Et d'ailleurs, juste le ranger et du calme autour de soi, l'automne aussi est la saison, chez les Chinois, toujours de l'ordre, de l'organisation et du rangement. Voilà. Donc, c'est la saison pour le faire aussi. C'est sûr. Et on disait tout à l'heure, vous disiez justement des journées plus sereines amènent un sommeil plus serein. Donc ça nous emmène sur notre point suivant, qui était aussi la question de comment bien s'organiser, justement peut-être pour avoir des journées moins stressantes. Si on parle juste de l'alimentation avec vous, Delphine, il y a beaucoup de choses à faire aussi pour s'enlever ce poids, c'est un grand mot, mais en tout cas, il faut faire à manger tous les soirs, il faut préparer le repas. Oui, on a tous les mêmes injonctions et des to-do list à rallonge et avec une pression folle. La clé, c'est de planifier et surtout de trouver sa propre façon de planifier selon son propre fonctionnement. Il y en a plein. Donc, il y a celle qui est très à la mode, c'est le batch cooking. Ouais, vous pouvez nous redire... en fait, ça consiste à choisir des recettes pour toute sa semaine et faire toute la pré-cuisine avant. Donc, couper tous les légumes, cuire tout ce qu'on peut cuire, genre le dimanche pendant 2 heures, faire tout en même temps et mettre dans le frigo congelé. Et le soir, on n'a plus que la faim à faire, le soir ou le midi, selon ce qu'on s'organise, juste finir et puis servir. Donc ça peut marcher pour certaines personnes. Moi, je sais qu'avec moi, ça ne marchera jamais. Voilà, c'est comme ça. Ça correspond à un certain profil. Ça correspond, je connais beaucoup de gens qui aiment beaucoup ça. Donc, c'est une façon de planifier qui est super à la mode. Il y a des très bons livres là-dessus. Oui, mais c'est vrai que ce que vous dites sur il y en a chez qui ça marche, il y en a chez qui ça ne marche pas, c'est vrai. Parce que ça a été tellement à la mode que justement, après, ça a toujours l'autre revers, vous savez, où on se dit, bon, il faut le faire, mais j'y arrive pas. Et on peut essayer. Il faut essayer. En fait, l'idée, c'est de toujours tout essayer et de voir ce qui marche pour soi. Après, si ça ne marche pas, ce n'est pas dramatique. Ah non, puis il faut trouver sa façon. Après, il y a des personnes qui vont choisir tout leur menu de la semaine et faire leurs courses en conséquence. Comme ça, ils savent déjà quoi choisir quand et c'est super pratique. Ils n'ont pas besoin de réfléchir pendant leur semaine. Ils savent qu'ils doivent cuisiner ça. Ils ont choisi en fonction de leurs occupations, ils doivent, selon le temps qu'ils ont en fait pour cuisiner. Donc ça marche aussi super pour ceux qui peuvent. Et puis il y a des gens comme moi qui n'arrivent de toute façon pas à suivre un plan de semaine. En fait, moi, ma stratégie, c'est d'avoir tout ce qu'il me faut dans mes placards, d'une part. Donc j'ai tous mes basiques. Enfin, j'ai quand même des fruits et légumes de saison, donc voilà, pour que ça soit équilibré. Et puis d'autre part, j'ai mes recettes fétiches. Je sais quel temps j'ai à peu près besoin pour les cuisiner, et voilà. Et c'est en fonction des choses du dernier moment et puis du temps que je vais pouvoir cuisiner. Voilà, voilà, il faut juste essayer les choses et voir ce qui convient à soi, en fait. C'est ça qui est le plus important. Il faut que ce soit simple, quoi. La simplicité, oui, c'est sûr. Et on disait aussi ne pas vouloir toujours tout contrôler. Bon. Pareil, si j'avais prévu de manger des pâtes et qu'en fait... c'est ça. Pas très grave, le danger, alors la planification, c'est super important parce que ça nous aide justement à pas avoir trop d'énergie à dépenser sur le coup et donc de faire des choix qui seraient moins sains pour soi-même. Maintenant, évidemment, il faut rester flexible et ça, c'est super important. Si on veut tout contrôler, on va aller jusqu'au point de tension et ça va craquer. Vous en parlerez encore mieux que moi toutes les deux. Mais ça, c'est obligatoire, quoi. Donc, ce serait de rajouter un stress au stress. Et là, ça serait vraiment dommage. Donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas rajouter du stress au stress. Parce que, voilà, on parle justement de se faciliter le quotidien. Donc rajouter du stress, ça serait contre-productif. On dit souvent progression, pas perfection. Oui, c'est ce que j'allais souligner. Elle est bien cette... Parce que c'est vraiment le fond de ce qu'on pense. Ce qui est le plus important, c'est la régularité, c'est de prendre des habitudes saines sur le long terme. Mais en fait, chercher à tout prix la perfection, c'est juste courir à la frustration et ça apporte rien sur le long terme. Oui, c'est sûr. Et dans tout ça, dans tout ce qui est organisation, là je repars sur le travail et un peu moins sur la nutrition, mais c'est comme faire des listes pour savoir ce que je vais manger. Il y a ces fameuses to-do list aussi au travail qui, on va le voir, ça peut être aussi bénéfique que diabolique. Du coup, Sandrine, vous, c'est votre thématique. Qu'est-ce que vous pourriez... Est-ce qu'il existe déjà des astuces un peu pratiques pour gérer une charge de travail trop importante? Est-ce que cette fameuse to-do list, elle est
Elle est bénéfique. Il y a, je dirais, deux choses. La première, c'est quand on fait une to-do list, ça peut paraître dans nos cultures contre-productif, mais commencez par ce qui est le plus facile et ce qui vous fait plaisir. Pourquoi? Parce que vous allez mettre moins de temps, vous serez plus efficace, vous allez le faire facilement, et ça va vous donner de la satisfaction. Et du coup, encore une fois, tout ça, c'est physiologique. Hein. C'est pas que psy, c'est physiologique. Ça va stimuler, là, encore une fois, des hormones qui vous renvoient de la reconnaissance, qui vous embarquent dans un cycle de satisfaction, d'apprentissage et de confiance. Et du coup, le truc dur qu'il y a à faire, vous le prenez mieux. Et puis voilà, au moins à la fin de la journée, vous aurez réussi un truc qui vous aura fait plaisir et peut-être améliorer un truc qui vous... Voilà. Ouais. Bref, voilà. Donc ça, pour la to-do list. Après, il y a on parlait du stress extérieur, mais aussi il y a les injonctions internes. Et là, c'est des choses à déconstruire. Qu'est-ce qui fait que je dois faire une to-do list grande et que je dois la finir? Là, il faut que vous posiez... il y a un truc que j'adore, c'est faire l'exercice des mini-scénarios. Enfin, ce n'est pas un exercice, c'est un questionnaire. Mini-scénarios ou mini-drivers, ou les drivers, pardon. En fait, posez-vous la question. Alors, le questionnaire a plusieurs questions, mais est-ce que quand je vous dis « sois parfaite », ça vous parle? Est-ce que quand je vous dis « fais plaisir », ça vous parle? Est-ce que quand je vous dis « sois fort », ça vous parle? Fais effort ou dépêche-toi, ça vous parle? Eh bien, lorsque vous avez comme ça, vous dites, ah ça, le fait plaisir, effectivement, ça me parle, le reste pas trop. Regardez ce qui fait que quand vous faites votre to-do list, quand vous travaillez, quand vous n'arrêtez pas à 6 heures, voilà, qu'est-ce qui vous emmène là-dedans, dans le trop? Vous voyez? Donc, il n'y a pas que l'extérieur, il n'y a pas que la saison, il n'y a pas que les autres. Et là, il y a un enjeu de déconstruction. Mais peut-être qu'on y viendra après. Mais comment on peut déconstruire? Il y a des moyens pour déconstruire. Et vous, Catherine, votre avis de sophrologue sur les to-do list, on en avait parlé aussi. C'est vous qui m'aviez vraiment fait ressortir le fait que... Oui, moi double tranchant. Exactement. Je pense que la to-do list, elle a quelque chose d'agréable si elle permet effectivement d'avoir cette satisfaction de rayer. Enfin, c'est un vrai plaisir soit cocher quand c'est sur l'ordinateur ou prendre son crayon et de rayer comme ça avec véhémence qu'on a pu le faire. C'est vrai, souvent avec énergie et ça peut être à la fois quelque chose de très plaisant, très valorisant parce qu'on peut quantifier en fait l'ensemble des choses qu'on a fait dans la journée, voire le soir se coucher en se disant ah super, j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire cela. Donc ça, c'est très positif. À l'inverse, ça peut être ultra culpabilisant. C'est-à-dire que quand j'ai fait une to-do list, et de surcroît quand elle est très très grande, et qu'elle n'est pas adaptée, alors j'insiste aussi sur ça, mais souvent on fait des to-do list en se disant il faut faire ceci, il faut faire cela, ça c'est le soit parfait qui nous parle, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, mais à aucun moment on se pose la question de savoir est-ce que tu as le temps matériel pour pouvoir le faire, est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir le faire, est-ce que tu as tous les outils pour pouvoir réaliser cette tâche. Si on ne se pose pas ces questions-là au moment où on pose la to-do list, forcément la to-do list elle ne va pas être adaptée. Et donc plus on va avancer dans la journée, et plus on va se dire « Ah, mais je devais faire ceci, je devais faire cela ». Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Le stress monte. Et plus le stress monte, et ça va même parfois jusqu'à la culpabilité, ça c'est souvent, mais c'est surtout la mésestime. Finalement, je ne suis pas capable, je n'y arrive pas, je ne comprends pas pourquoi je termine jamais mes journées. Voilà. Et ça peut amener comme ça un cercle vicieux, parfois très nocif chez les personnes. Donc la to-do list, oui, moi je trouve que c'est un bon outil quand elle est pensée de manière intelligente et qu'on prend bien en considération que tous les éléments pour pouvoir réaliser la tâche sont bien intégrés. Et il y avait aussi, vous me disiez, je trouvais ça très intéressant de s'accorder des temps de pause dans sa to-do list, les temps de respiration. Oui, tout à fait. Alors ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça sert à rien de passer d'une tâche à une autre si on ne prend pas le temps à un moment donné de faire rebaisser la pression. Oui, on n'est pas des machines en plus. On n'est pas des machines, on n'arrive pas à se concentrer. Voilà, la concentration, quand déjà on tient 45 minutes, c'est énorme. Donc il faut aussi se dire à un moment donné, on a besoin, quand on passe d'une tâche à une autre, de se remettre en mouvement. Je vais prendre un verre d'eau, j'en sais rien, je vais faire une pause technique. Voilà, je crée aussi une rupture en fait entre chacune de mes activités. Ce qui me permet de me décontracter physiquement, ça évite d'accumuler les tensions toute la journée, ça permet de se remettre à respirer. J'insiste beaucoup sur la respiration, mais quand on travaille, on est souvent en apnée.
C'est-à-dire qu'on est crispé sur son clavier, on est crispé sur son téléphone, on est crispé sur tout, quoi. Donc dès qu'on va se remettre en mouvement, eh ben, on reprend le temps de respirer, on crée une rupture. Et du coup, là aussi, la concentration sera beaucoup plus facile sur la deuxième tâche. Et il est fort probable qu'on y arrive avec beaucoup plus d'aisance. Et même, même à titre personnel, moi je me rends bien compte qu'il y a des moments dans la journée où je suis plus productive. Et par exemple, après un repas, après la pause déjeuner, moi entre 14h et 16h30, il ne faut rien me demander. Ça, c'est biologique, hein. Clairement. Voilà, toute l'énergie est dirigée autour de l'estomac pour la digestion. Donc, c'est tout à fait logique. Et du coup, c'est bien d'organiser ces tâches. Justement, moi n'étant pas du tout du matin, je sais que quand je dois écrire, je vais le faire après 17h parce que c'est à ce moment-là où j'ai de la tête à ça. Et il y a un truc qui est important peut-être aussi, c'est de se laisser des moments où on ne pense à rien. Enfin, mais ça paraît peut-être... Alors après, c'est une question de tempérament, ça très clairement. Mais il y a des gens qui culpabilisent de se donner 5 minutes pour rien faire. Et rien faire, c'est super important justement pour laisser cette pression. En fait, on ne fait jamais rien, les pensées, elles continuent, mais au moins on n'a pas cette pression de devoir être focus sur quelque chose. Et ça fait énormément de bien de parsemer peut-être des fois sa journée de petits moments de rien du tout. Quitte à faire la sieste, hein. Enfin, moi, je préconise beaucoup la sieste, même au travail, parce que je trouve que c'est un endroit où c'est hyper important de pouvoir le faire. Effectivement, après manger, on a toujours la digestion qui se met en route. Et alors, physiologiquement, quand on se met au repos, on digère beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. C'est pas pour rien que les anciens allaient se coucher après manger. C'est pas anodin, mais c'est parce que la digestion fait partie du système nerveux parasympathique, c'est celui du relâchement et de la détente. Donc si on prend le temps, et c'est pas long, hein, je veux dire une sieste c'est 15-20 minutes. Ça c'est la question parce qu'on entend plein de choses sur la bonne durée de sieste. 15-20 minutes grand maximum. Voilà. Et puis une sieste, on ne s'endort pas. En fait, une sieste, c'est un temps où on se relâche, c'est un temps où on se met au repos. Et donc, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile, parce qu'au début, on est obnubilé par toutes les choses qui nous restent à faire, puis on a un peu le sentiment de se dire, ouais, mais c'est peut-être pas le moment de dormir, là, tu as des trucs à faire. Donc... Mais c'est de l'éducation. C'est-à-dire que plus on va habituer son corps à se détendre, plus il aura de facilité à le faire. Donc, souvent, moi, je dis aux gens, entraînez-vous. Pour pas culpabiliser, vous prenez votre téléphone portable, vous me mettez à sonner au bout de 10 minutes, au bout d'un quart d'heure, et vous vous dites, pendant ce quart d'heure-là, j'ai le droit de fermer les yeux, m'installer sur ma chaise, simplement porter attention à ma respiration, au point d'appui de mon corps, encore une fois, et puis d'imaginer une pensée agréable pour moi. Donc je me mets dans mon lit ? Surtout pas. Si on est en télétravail, parce que ça aussi. Mais en télétravail, surtout pas dans son lit. En fait, la sieste, c'est pas dormir. La sieste, c'est pas je vais me coucher. Hein, ça, c'est un peu le défaut qu'on a. Souvent, on fait la sieste du week-end. Vous voyez, on a le sentiment qu'il faut se mettre dans le noir, mettre sa couette. Ça, c'est contre-productif. Là, on se met sur un canapé, sur un fauteuil confortable. On se laisse à la lumière du jour. Nos paupières font très bien le job. Il suffit de fermer les yeux et on s'isole un instant. On coupe le téléphone pour ne pas être dérangé dans ces 10-15 minutes. Et puis, même si on n'a pas dormi, on a siesté. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de se relâcher et de se détendre. Et là, pour le coup, la digestion se fait beaucoup plus rapidement et on a un vrai regain d'énergie. Donc ça, c'est notamment des petites choses réflexes à mettre en place. Mais le après-manger, le 15-20 minutes de repos, c'est plutôt pas mal. Et bien justement, vous disiez qu'il faut s'entraîner. Donc profitons du télétravail pour ça. Parce que c'est vrai que parfois au bureau, peut-être qu'on est un peu gêné de faire sa sieste ou qu'on n'a pas l'endroit. Oui. Alors bon. Alors on n'a pas tous un bureau où on peut s'isoler pour pouvoir le faire. C'est vrai que quand on travaille en open space, on n'a pas trop le choix. Après, il y a toujours des petits endroits où personne ne va avec vous. Voilà. Ah oui, vous voulez dire qu'on fait la sieste aux toilettes? Eh bien oui, mais on trouve un espace où on peut se mettre au calme. Alors ça peut être une salle de réunion qui est libre à un moment donné. Ça peut être tout simplement peut-être en bas de mon bureau. J'ai un petit parc ou un petit jardin qui me donne l'opportunité de me mettre quelques instants au calme. C'est de trouver une pièce où à un moment donné, mais il suffit de le dire à ses collègues. Hein. Si je ne suis pas très très loin, je me prends 10 minutes, je reviens. Je suis dispo dans 10 minutes, mais là pour l'instant, je fais un petit temps de break. Et ça s'explique et ça se vit très très bien. Voilà. Il y a juste, c'est vraiment scientifiquement prouvé et ça fait longtemps. Les pilotes de la NASA ont fait des études, enfin c'est pas eux, mais après 30 minutes de sieste, enfin, ils étaient 30% plus efficaces. Bon, si les pilotes de la NASA le font, je peux aller faire la sieste dans une salle de réunion, ce serait beaucoup plus efficace. Souvent, on dit que 20 minutes de relaxation équivaut à une récupération énergétique de 2 heures de sommeil. Pour aller dans le sens de ce qu'on fait là, les navigateurs en solitaire ont exactement les mêmes techniques et c'est ce qui leur permet de durer longtemps dans le temps.
Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui disent « je ne sais pas faire la sieste, j'y arrive pas ». Donc, on peut reprendre cet exercice du carré ou là, ça marche pas? Oui, bien sûr, on peut reprendre l'exercice du carré, on peut reprendre l'exercice de je contracte pour relâcher les tensions. Et puis après, tout simplement, il y avait, moi ce que j'appelais aussi, c'était la sieste à la Dali. C'était Dali qui avait toujours une petite cuillère dans la main et qui s'asseyait. Et dès que la petite cuillère tombait, parce qu'il n'avait pas le smartphone pour se réveiller, dès que la petite cuillère tombait, le bruit de la petite cuillère le réveillait. Et là, il savait qu'il avait finalement, il s'était suffisamment relâché. Et musculairement, il faisait tomber la petite cuillère pour lui dire « Allez, c'est le moment de reprendre ». Mais c'est vraiment une habitude. Et puis, il ne faut pas surtout vivre ça comme une injonction. Au début, j'y arrive pas, c'est pas grave, je réessayerai demain, et puis après-demain, et puis je fais des exercices de respiration, et puis je peux mettre une musique qui est apaisante pour moi, et puis je peux commencer à imaginer des choses agréables. Et puis, petit à petit, les choses vont se construire. Au début, 2 minutes, puis 3, puis 4, puis 5, et on arrive à 15. C'est progression, pas perfection. On y est encore. Il faut oser essayer et voir ce qui marche pour nous. Ouais. Après, on se dit que là, on se dit depuis tout à l'heure qu'il y a plein de stress. Bon, après l'automne, et on l'a déjà un peu dit avec toutes les jolies couleurs qu'il y a dans la nature, c'est aussi, on peut aussi aller chercher le réconfort dans l'alimentation encore une fois. Mais quand on parle de réconfort, on ne parle pas forcément d'assiettes hyper porn food et très grasses. Mais justement, il y a encore une fois tous ces légumes de saison. Et il y a cette importance de faire vraiment des repas bien équilibrés et bien complets pour éviter, quand j'ai ce coup de blues, d'aller me jeter sur quelque chose qui ne serait pas très bon pour moi. Oui, en fait, c'est le côté varié et équilibré, quoi. Plus on varie son alimentation, déjà plus on répond à tous ses sens, à l'odeur, à la couleur, au goût, évidemment. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça apporte tous les nutriments dont le corps a besoin au moment, donc la saison où il en a besoin, en fait. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et puis, effectivement, quand on a une assiette, ou en tout cas une journée, parce qu'on n'est jamais parfait, on en revient là, on n'a jamais besoin d'avoir une assiette équilibrée et un repas équilibré. Voilà, ça se travaille sur la durée, c'est en règle générale. Donc, quand on consomme des féculents, des aliments à base de protéines, enfin, qui contiennent des protéines, des bons lipides, donc tout ce qui va être oméga 3, donc les poissons gras, qui apportent aussi un peu de vitamine D qui commence à manquer. Donc évidemment pas autant que s'exposer à la lumière du jour qui est très très importante, mais quand même qui en apporte un peu. Donc voilà, quand on a une alimentation équilibrée comme ça permet de pouvoir apporter toute l'énergie au corps, quoi. Donc de bien fonctionner, et puis une fois encore, bien fonctionner de manière cognitive, de bien fonctionner émotionnellement. Donc, ça permet aussi de mieux gérer après les humeurs et les changements de tout ce qui se passe en automne. Et dans cette idée de réconfort, il y a aussi l'idée toujours du plaisir et de la convivialité. Alors l'automne, l'hiver, qui va amener sur l'hiver, on a aussi les plats peut-être un peu plus familiaux. Je ne sais pas si on peut parler de ça, mais en tout cas, oui, conserver cette notion de plaisir à table. Ah, c'est super important. De toute façon, surtout pour nous les Français, le plaisir, c'est vraiment quelque chose de très important, et ce qu'on appelle la commensalité. C'est le fait de partager ensemble le repas autour de la table. Donc culturellement, pour nous, c'est super important. Donc ça, c'est pas possible de l'enlever. C'est intimement lié à l'alimentation. Et en fait, même ces plats conviviaux, il y a plein de manières de les alléger. On peut très bien mettre un peu moins d'huile, un peu moins de beurre. Voilà, mais il ne faut surtout pas s'en priver parce qu'ils font aussi partie de ces changements de saison qu'on aime et qu'on attend. Une raclette au mois d'août, forcément, ça nous paraît complètement dingue. Bon, quand on commence à faire une raclette en novembre, là, tout d'un coup, on en a beaucoup envie. Et pourquoi pas? Alors, on peut peut-être choisir de la charcuterie qui serait moins grasse, l'hiver de la viande des grisons, des choses comme ça. On va choisir. Légumes, voilà, des légumes, ça marche très bien, de la salade aussi. Est-ce que la pomme de terre est un légume? La pomme de terre est un légume amylacé, donc qui contient de l'amidon. Donc, c'est un féculent. Donc, on va peut-être en manger moins, mais rien nous oblige à ne pas en manger du tout. Au contraire, il faut pouvoir partager ces moments-là. C'est très important. Oui, et aussi, il y a cette idée de l'importance du plaisir et de la convivialité. Justement, quand j'ai l'impression d'avoir le temps de ne pas me poser pour manger, au contraire, je conserve des moments où je prends le temps de me mettre à table. C'est important, ça aussi, non? Ah oui, les rythmes, c'est super important. En fait, ça permet de manger en pleine conscience. Se créer vraiment un décorum, faire une belle table, peut-être éteindre la télé. Ce n'est pas toujours pratique. Chacun fait comme il veut, mais c'est des choses, voilà. Manger dans
dans de la vaisselle agréable. Ça permet vraiment d'avoir sa conscience sur ce qu'on mange. Et en fait, quand on a la tête à ce qu'on mange, on va vraiment en prendre conscience et manger dans des quantités qui soient moins mécaniques en fait qu'en regardant sa série et sans faire attention. Et puis on va savourer aussi, la première partie de la digestion se passe dans la bouche, et donc tout ça c'est important pour le goût, puis on va voir la vue de la table, on va avoir l'oreille des aliments, voilà, tout ça on peut le savourer, c'est important. Ouais. Donc tout ça, ça apporte du réconfort, et une autre façon de se réconforter un peu quand je me sens stressée, c'est de s'octroyer, on le sait, des moments pour soi, de se recentrer, de se reconnecter à ses émotions. Et Sandrine, vous me disiez quelque chose d'intéressant, c'était que souvent on parle de stress, mais finalement, c'est quoi ce stress? C'est un terme hyper générique. Et... Oui, en fait, le stress, c'est fonctionnel. C'est juste un signal c'est ça. qui dit « Ah, il y a quelque chose qui se passe ». Donc, je reviens, il y a 4 émotions primaires. Il y a le plaisir. Il faut être guidé tout le temps par le plaisir. Bref, après, on a mis la morale dessus. Donc, bref, c'est pour ça que souvent, on n'a pas suivi ce qui fait aussi survie de l'espèce ou progression de l'espèce, justement le plaisir. Bon, on recommence, etc. Mais bon, bref, voilà. Et les 3 émotions qu'on dit négatives, elles sont juste, encore une fois, des signaux. Et c'est ça qui fait stress, c'est la peur, la douleur et la tristesse. Voilà. Et donc, en fait, le stress qui vous envoie ce signal, l'important, mais ça, Catherine en parlera mieux de moi, c'est d'une part d'accueillir. Ok, voilà. Mais c'est quoi cette émotion? C'est ensuite la reconnaître. Parce qu'évidemment, si c'est la colère ou si c'est la douleur, on n'agit pas de la même façon. Donc, c'est un signal pour vous dire, là, il se passe quelque chose pour toi qui n'est pas bon pour toi. C'est quoi? Ok, qu'est-ce qui est bon de faire pour soit me protéger s'il y a danger, parce qu'il y a la peur par exemple, soit dire c'est ma place, etc. Justement pour éviter qu'à un moment donné, on part en vrille et dans une grosse colère, cette fois-ci une manifestation de colère. Voilà, non, c'est juste ça. Donc ça, c'est vraiment important. Après, je vais parler du déconditionnement. Voilà, ce qui est important derrière, c'est que c'est fonctionnel et parfois c'est dysfonctionnel, dans le sens où j'ai peur, je vais m'enfermer dans un schéma et qui va faire que je vais être mal. Par exemple, pour l'automne, on peut très bien se dire « Ah, je reçois un signal qui est tristesse. Ok, je vais dire oh, l'automne c'est pourri. Donc qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça et je vois personne. » Voilà. On pourrait, alors une fois qu'on a cette émotion qu'on ressent, on a 2 clés d'entrée finalement, une fois qu'on le sait, c'est la pensée et le comportement. La pensée, on pourrait très bien se dire, qui est-ce qui a dit qu'il fallait qu'on dise que ce soit pourri? On pourrait très bien se dire, mais c'est délirant l'automne. C'est Halloween et tout. Voilà. Halloween et tout. Et on peut dire autre chose. C'est la win. Ou c'est la win, ou c'est... voilà, on peut forcer un petit peu, là, on se force un peu, parce que c'est pas habituel. Bon, premier exemple. Et la deuxième entrée, c'est le comportement. Voilà, je fais toujours ça et au fond, finalement, est-ce que ça me réussit? Non, je vais essayer autre chose. On essaie. Je vais peut-être appeler Martine qui me fait rire, en général l'été, mais bon, je vais peut-être l'appeler maintenant. Peut-être qu'elle va me faire rire en automne. Et puis on voit si ça marche. Et si ça marche, en fait, on change ce cercle qui est devenu à un moment donné dysfonctionnel. Voilà. Ouais, changer son mode de pensée, ça c'est une technique qui est super connue. Passer d'un, comme on a tendance à tout voir en négatif, essayer de passer vers quelque chose de plus. Alors nous on dit pas trop positif parce qu'on veut pas présumer du mode de pensée des gens, mais au moins vers quelque chose de plus utile, qui permet d'aller atteindre ses objectifs, quoi. Donc c'est tout à fait ça. Se dire de toute façon c'est l'automne, il fait froid, je peux pas bouger et je vais manger que des trucs gras. À se dire c'est l'automne, qu'est-ce que je peux faire comme super recette? Et comment, il pleut, comment je peux faire pour bouger quand même, trouver, je sais pas, un petit cours de yoga en ligne ou quelque chose qui me fasse du bien, même en restant chez moi, par exemple. Donc ça, voilà, c'est ce côté. Son mode de pensée. Et puis voir d'autres victoires. Il y a plein de petites victoires au quotidien qui font que ça nous renforce dans le côté vraiment optimiste, quoi. Ouais, qu'importe la saison finalement. Exactement.
Et Catherine, vous étiez d'accord avec ça, l'idée d'être plus dans les ressentis du corps, et vous disiez on est toujours dans le feu de l'action et parfois... Oui, il y a effectivement quand l'émotion paraît, qu'est-ce que je fais? Parce qu'effectivement, il y a le temps où je peux intellectualiser l'émotion, c'est-à-dire a posteriori des manifestations émotionnelles, je peux commencer à me questionner de ce qui s'est passé pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a parfois aussi l'inconfort du vécu émotionnel de l'instant. Et tant qu'on ne laisse pas la possibilité à cette émotion de s'exprimer, en fait, on s'enferme dedans. Ça, pour moi, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'une émotion, pour qu'elle passe, il faut qu'elle soit vécue. Et tant qu'on est en train de retenir l'émotion, en fait, et tant qu'on n'accepte pas que cette émotion nous envahisse et de la vivre, en fait, on va s'enfermer dedans, on va tourner en boucle un peu comme un hamster, et on va créer des pensées négatives qui vont nous enfermer dans cette structure-là. Donc déjà, accepter, on a envie de pleurer, on pleure, on a envie de rire, on rit, on a envie de crier, on va crier. Alors, en respectant les autres autour de soi, on évite évidemment de passer dans la violence, mais il faut prendre le temps aussi et écouter ces manifestations physiques pour leur permettre de passer, et du coup de passer dans quelque chose de beaucoup plus rationnel dans un deuxième temps. Et puis après, il y a aussi, donc une fois qu'on a passé ça, effectivement, se questionner sur qu'est-ce qui est bon pour moi, et puis derrière le qu'est-ce qui est bon pour moi qui répond à la question de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire quel est mon besoin finalement caché derrière tout ça. Il y a un deuxième temps, moi, qui me paraît super important, c'est quelles ressources j'ai à ma disposition. Finalement, très souvent, les gens se disent je suis démunie, je ne sais pas quoi faire. Mais en fait, on a plein de ressources auxquelles on ne pense pas. On a été forcément, à un moment donné de notre vie, peut-être, je dirais, confronté à une situation pas la même, mais peut-être analogue, ou sur une émotion analogue. Et donc, du coup, comment j'ai fait pour m'en sortir à ce moment-là? Là, je me sens devant une impasse, parce que j'en sais rien, cette situation, je ne l'ai jamais vécue, elle me paraît insurmontable. Mais si je déconstruis cette situation, finalement, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Oh, bah, c'est qu'une énième fois où je vais devoir prendre la parole en public. Est-ce que dans ma vie, j'ai déjà réussi à le faire? Ah bah oui, je me souviens une fois, quand j'étais petite, je récitais ma poésie, j'en sais rien, et ça s'est très très bien passé. Bah, ça, c'est déjà une ressource. Donc, il faut savoir s'appuyer un peu sur ces ressources-là. Et effectivement, ce que nous disions tout à l'heure, c'est se poser la question de comment je me sens. Et moi, je donne souvent l'exemple de on peut avoir une journée extrêmement active et jusqu'à 18h, tout va très très bien. On est super dynamique, on est hyper performant. 18h10, on arrive chez soi, on se pose sur le canapé et là, migraine, maux de dos, mal partout, tendu. Et même quand votre chéri vous dit « Allez, t'es OK pour qu'on aille faire un resto ?» vous dites « Ah non, flemme. » Plus possible. Et en fait, c'est parce que très longtemps, on a nié aussi. On a occulté tout ça, Voilà, on a occulté, on n'a pas pris le temps dans la journée, encore une fois, de se questionner sur comment on se sentait, ce qui se passait, etc. Donc, c'est important d'écouter tout ça. Je pense, je passe un peu du coq à l'âne, mais vous parliez Delphine tout à l'heure de l'activité physique, et ça me fait penser à une question, justement, quand on se sent fatigué, qu'on a envie de rien, est-ce que le sport, ça nous fatigue encore plus ou pas? Ça dépend. Bon, il y a des fois, on ne peut plus bouger, hein, clairement, donc voilà, il faut accepter qu'on ne puisse pas. Après, chez WW, ce qu'on explique aux gens, c'est que ce qui est important, ce n'est pas la performance du tout. Déjà, c'est de bouger un peu plus au quotidien plutôt que faire du sport, ce qui est quand même deux choses différentes. On parlait de la marche tout à l'heure, voilà, il faut le faire à son niveau, c'est de le faire régulièrement. Si je suis super fatiguée et que je vais marcher d'habitude le matin une demi-heure, bah, peut-être qu'aujourd'hui j'irai que 10 minutes, mais l'important c'est d'y aller, et puis demain bah, je serai plus en forme, je ferai plus longtemps, ou j'aurai plus de temps, je ferai plus longtemps. Donc c'est ce côté régulier. Après c'est le côté de prendre du plaisir, on en parle donc à peu près à toutes les questions, parce que je crois qu'on est toutes les trois d'accord sur le fait que c'est très important. Trouver une activité ou un moyen de bouger qui plaît, c'est le moyen de le rendre régulier. Et puis après, quand on se sent bien, bah, on peut oser essayer d'autres choses, on peut faire plus longtemps et plus intense, mais voilà, les principes, ils sont là, quoi. C'est vraiment important. Et ça peut nous donner de l'énergie aussi, et c'est une façon, mais... il y a énormément de bénéfices à bouger, de toute façon, voilà, c'est... On entend beaucoup que quand, par exemple, on a mal au dos, il faut continuer à bouger parce que voilà, ça apporte beaucoup au corps. Même la sédentarité, on sait bien que c'est la pire chose. Exactement, ça a beaucoup de bénéfices sur la santé, sur l'esprit, et puis sur la perte de poids. Effectivement, quand on bouge, on a 20% de chance en plus de perdre du poids par rapport à si on fait un régime seul. Donc c'est très très important. Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement permanentes. Maintenant, il faut trouver sa façon de bouger à soi. Oui, c'est sûr. C'est chacun son activité favorite, quoi. Mais... Exactement. Après, il y a plein de petites choses qui peuvent aider à bouger. On peut très bien trouver son moment, et donc il faut le planifier et se donner rendez-vous. Ça, c'est indispensable. Et après, voilà, on peut
coupler son activité, donc aller marcher typiquement avec quelque chose qui nous fait très plaisir. Donc moi j'adore faire de la photo ou prendre des petits moments dans la nature, je vais faire ça, écouter un podcast qu'on va écouter que à ce moment-là, comme ça nous incitera. On fait du vélo d'appartement, ça super serré, on la regarde sur son vélo. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être sympas. On parlait musique tout à l'heure, ce qui est très importante, c'est faire une super playlist, et ben forcément ça met de l'entrain. En plus on peut faire une playlist selon l'activité, forcément. Et puis le dernier truc, c'est de se trouver quelqu'un avec qui bouger. Il y a des gens pour qui c'est super important d'être ensemble. Bien sûr, et qui vont... Alors après, c'est pareil, c'est chacun. Et puis, il faut trouver la bonne personne pour l'activité. Mais bouger ensemble, ça aide. Et voilà, ça aide à se motiver à sortir en automne quand il commence à pleuvoir et qu'on n'a pas forcément envie de sortir le soir. Ça peut aider. Et puis c'est toujours mieux à deux, quoi, ou à plusieurs, ça c'est sûr. Et ça, le musique, odeur, enfin on revient au sens, c'est tellement important pour ancrer notamment des choses positives et reprogrammer en fait par rapport à l'automne qui peut nous... Mais ça me fait, Catherine aussi, on se disait pour aller chercher cette énergie, vous me disiez, en fait, ok, il y a l'automne, ok, la météo est plus maussade, mais la vie continue quand même autour de nous. On peut toujours aller puiser un peu de vitalité ici et là, quoi. Oui, il y a plein de choses. En fait, la vitalité, elle est partout, en toute saison, et parfois on ne se sert pas assez de ce qu'il y a autour de nous. Mais effectivement, souvent je donne l'exemple, c'est l'automne, mais les enfants continuent à jouer dans les parcs, quoi. Et quand vous regardez les enfants dans les parcs, ils sont tous sauf inactifs. Et donc ça peut vous donner aussi ce regain d'énergie-là. Alors effectivement, ça pousse à sortir, mais on peut trouver comme ça autour de soi la chaleur du soleil. L'automne, il fait moins chaud, mais on peut toujours sentir les rayons du soleil sur soi, imaginer l'énergie du soleil et s'en nourrir. Évidemment, on est dans cette représentation mentale de ce que ça peut nous apporter, mais ça, on peut le trouver un peu partout. Et il faut s'ouvrir, il faut s'aider de notre quotidien et de tout ce qu'on a autour de nous pour créer du dynamisme et de la vitalité. Et on finira peut-être même presque sur ça, mais vous aviez des petits exercices très pratiques pour avoir de l'énergie. Oui, tout à fait, pour retrouver de l'énergie. Alors, j'en reviens à la respiration, mais autant elle peut être un outil pour nous calmer, autant elle peut être un outil pour nous dynamiser aussi. Et donc là, quand on souhaite se remettre en action, se redonner un coup de fouet, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement, je vais vous l'expliquer, vous allez vous en rendre compte, quand on veut se donner du courage, qu'est-ce qu'on fait? On prend une profonde inspiration et d'un seul coup, on souffle d'un coup sec. Et ça c'est quelque chose qu'on fait tout seul, assez intuitivement, mais c'est quelque chose qui nous dynamise. Et si je le fais 3 fois de suite, encore une fois, je vais relancer cette dynamique, je vais redonner du fouet à mon rythme cardiaque et ça va me remettre en activité. Si je n'ai pas la possibilité de respirer parce qu'il y a beaucoup de monde autour de moi et que je ne voudrais pas trop que ça se voit, il y a un truc tout simple, il suffit simplement de contracter 3 fois très vite les mains. On va toutes les faire. Voilà. En fait, ça relance, pareil. En fait, ça crée un tout petit mouvement. J'avais pas compris quand on a parlé. Je pensais que c'était quelque chose comme ça. Non, c'est comme ça. Simplement, vous êtes comme ça, en réunion, personne ne le voit. On va croire qu'on est énervé là. Sous la table. Mais en fait, vous allez recréer de la même manière, vous recréez une tension physique, vous relancez votre rythme cardiaque, et ça fait remonter votre énergie. Donc dès que vous sentez que vous avez un petit coup de mou, vous avez du temps à vous endormir et qu'il faut rester concentré, vous faites 3 fois ça de suite, ça fonctionne très très bien. Bon, très bien. Merci pour tous ces conseils. Ce que je retiens, c'est qu'on a commencé en se disant que l'automne, c'était un peu coup de blues et qu'en fait, il y a plein de choses positives à aller puiser, à aller chercher pour se sentir bien et passer un automne zen et en pleine forme. Donc, merci à toutes les 3 et à très bientôt. À très bientôt.